Bonsoir, je m'appelle Jean-Darnel Chéry, je suis professeur de sciences expérimentales et assistant chef de service au ministère. Aujourd'hui, dans le cadre des cours de rattrapage que le ministère compte organiser à l'intention des élèves de la 9e année qui vont subir les épreuves officielles, nous allons voir de manière concise les différents éléments du programme du ministère, le programme de la 9e année, qui comprend, le programme de sciences expérimentales qui comprend les sciences physiques et les sciences naturelles. A tout à l'heure pour la suite. Pour commencer, nous allons aborder la notion de force. Force. C'est quoi une force? On appelle force toute cause capable de déformer un corps. Observez, ça c'est un corps, un morceau de fer. On appelle force toute cause capable de déformer un corps. Quand j'applique une force à ce morceau de fer, je déforme ce morceau de fer. On appelle aussi force toute cause capable de mettre un corps en mouvement. Voyons ce morceau de fer, il est stable à ce moment. Mais si j'exerce une force, je peux le mettre en mouvement. Donc, le morceau de fer est en mouvement. On appelle aussi force toute cause capable de modifier la trajectoire d'un corps. Ce même morceau de fer, quand je lance, le morceau de fer se déplace. Donc, c'est la trajectoire du morceau de fer. La trajectoire, c'est quoi? La trajectoire d'un corps, c'est le chemin suivi par ce corps. Et quand vous venez à l'école, vous laissez votre maison pour arriver à l'école, vous suivez un chemin. Il y a une route que vous empruntez. Ça, c'est votre trajectoire. Il est de même pour ce morceau de fer. Ça, c'est la trajectoire du morceau de fer. Maintenant, je peux modifier cette trajectoire. Vous allez voir comment je vais faire ça. Je lance, puis, vous voyez, le morceau de fer est passé de ce côté, il retourne à la position initiale. Donc, c'est modifier la trajectoire de ce corps. Donc, on appelle force toute cause capable de déformer un corps, de mettre un corps en mouvement ou de modifier sa trajectoire. Voyons maintenant le travail. Le travail se donne par la relation suivante. Travail égale à force multiplié par déplacement. Le travail s'exprime en joules, la force en newton, le déplacement en mètres. Donc, le travail, c'est une force qu'on exerce pour provoquer un déplacement d'un objet d'un point A vers un point B. Le travail peut aussi se donner par la relation suivante. Travail égale à P par H. Poids en newton, hauteur en mètres, travail en joules. Dans ce cas, à chaque fois qu'on vous donne un problème, vous voyez la notion de hauteur, la notion de escalier, la notion de tomber en chute libre, il faut penser à cette formule. Travail égale à poids multiplié par hauteur. Maintenant, nous allons voir la pression. Qu'en est-il de la pression? La pression se donne par la relation suivante. Pression est égale à force sur surface. La pression s'exprime en Pascal, abréviation PA, la force en newton et la surface en mètres carrés. Mais c'est quoi la pression? La pression, c'est une force qui est exercée sur une surface donnée. Une force qui est exercée sur une surface donnée. Mais il est dit que la pression dépend de la surface de contact et de la force exercée. Mais c'est quoi la surface de contact? Regardez, ça c'est mon doigt. Si je touche le tableau avec mon doigt, la partie de mon doigt qui entre en contact avec le tableau, c'est la surface de contact. Et cette surface de contact, quand on veut augmenter la pression, on n'a qu'à réduire cette surface de contact pour augmenter cette pression. Et quand on veut diminuer la surface de contact, on n'a qu'à augmenter. Quand on veut diminuer la pression, pardon, on n'a qu'à augmenter la surface de contact. C'est pas sans raison que cette punaise-là, elle est faite elle a cette forme. Vous voyez que la pointe est beaucoup plus fine que le reste de la punaise. Donc c'est parce qu'on veut réduire la surface de contact de façon à pouvoir augmenter la pression. Et quand on appuie sur la tête de cette punaise, sans nul doute, cette punaise va s'enfoncer dans l'objet où l'on veut que cette punaise s'enfonce. Et si la surface de contact n'était pas vraiment beaucoup plus fine que le reste de la punaise, c'est avec difficulté qu'on va tenter de faire pénétrer cette punaise dans un morceau de bois. Donc par exemple, prenons le couteau de cuisine. Le couteau de cuisine, la lame du couteau est aiguisée. La lame du couteau est beaucoup plus fine que le reste du couteau. C'est parce qu'on veut
augmenter la pression du couteau, maintenant on réduit sa surface de contact. Et ça va permettre à chaque fois qu'on veut trancher quelque chose avec ce couteau-là, ça va se faire beaucoup plus facile. Et si on veut diminuer la pression, on n'a qu'à casser la surface de contact, la partie fine du couteau. Et en bon créole, on dit que d'un couteau ça cassé, il va filer encore. Donc on va devoir faire appel à quelqu'un pour aiguiser ce couteau à nouveau, afin que ce couteau puisse retrouver sa pression initiale. Sa pression qui permet à ce couteau de pénétrer avec facilité, avec aisance dans les objets qu'on veut trancher. Par exemple de la viande, morceau de pain, morceau de patate, d'igname, etc. Donc c'est ça en gros la pression. Donc à chaque fois qu'on veut augmenter la pression, on diminue la surface de contact. Et à chaque fois qu'on veut diminuer la pression, on augmente la surface de contact. Et nous allons parler des aimants et des électroaimants. C'est quoi un aimant? Un aimant, c'est un corps qui a la propriété d'attirer d'autres corps. Quand on parle d'autres corps, des corps au fait qui ont du fer là-dedans. Donc l'aimant a cette propriété d'attirer le fer. Ces aimants-là, ce sont des aimants au fait qui peuvent se présenter de deux manières. Des aimants naturels et des aimants artificiels. Pour les aimants naturels, on les rencontre généralement dans la terre sous forme d'oxyde de fer ou encore magnétite. Un aimant, généralement, est polarisé. Et si on prend deux aimants, on essaie d'approcher les deux pôles identiques, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la loi de répulsion. On va voir, nous avons deux aimants. Ces deux aimants sont polarisés. La couleur jaune symbolise le nord, disons. En fait, il y a de même pour ce aimant-là. De l'autre côté, la couleur mauve symbolise le sud. Il y a de même pour ce aimant-là. Quand je tente de rapprocher ces deux pôles, ils sont identiques, je les rapproche avec difficulté, je les maintiens. Si je relâche, il va y avoir une forme de répulsion. L'un des aimants va être propulsé vers le haut, comme vous le voyez. C'est parce que ces deux pôles sont identiques, donc il y a la répulsion. Maintenant, si j'essaie de rapprocher les deux pôles opposés, les deux pôles contraires, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va y avoir ce qu'on appelle l'attraction. Ils s'attirent parce que les deux pôles contraires de deux aimants s'attirent, tandis que les deux pôles identiques se repoussent. C'est ça la loi d'attraction et la loi de répulsion des aimants. Nous avons parlé d'aimants naturels, il y a également des aimants artificiels aussi. Les aimants artificiels sont fabriqués. Il y a par exemple l'électroaimant qui est un aimant artificiel que nous autres on peut fabriquer chez nous si on veut. Avec un morceau de fil conducteur, couramment appelé fil d'achat, un clou en fer, une pile ou encore batterie, on peut fabriquer un électroaimant ou aimant artificiel. Comment on fait? On prend le fil conducteur qu'on peut appeler fil d'achat, c'est comme ça généralement qu'on appelle. On enroule ce fil conducteur sur le clou en fer, on enroule, on fait des spirales, on enroule. Une fois terminé, on branche l'une des extrémités sur le borne positive de la pile et l'autre au borne négative. Puis on approche l'extrémité du clou de la punaise. Automatiquement ça s'aimante. Donc la pointe de la clou attire la punaise. Donc c'est une forme d'électroaimant qui est fabriquée à partir de l'électricité. C'est un aimant temporaire qui ne dure que pendant le passage du courant électrique. Et vous observez, une fois qu'on débranche, la punaise tombe. Donc ça c'est un électroaimant. On peut fabriquer ça à la maison si on veut. C'est un aimant temporaire comme je viens de le dire. Maintenant nous allons aborder les caractéristiques du son. Les caractéristiques du son. Le son a trois caractéristiques. D'abord, il y a la hauteur du son, il y a l'intensité du son, il y a le timbre. Et c'est quoi le timbre? Le timbre, c'est une caractéristique qui permet de différencier deux personnes qui parlent à la même hauteur, à la même intensité.
où deux instruments de musique joueront à la même hauteur. Donc le timbre permet de distinguer ces deux instruments-là. Par exemple, si on a une guitare, quelqu'un joue à la guitare, quelqu'un d'autre joue à la flûte, c'est le timbre de ces instruments qui vont permettre de différencier ces deux instruments. Il y en a de même pour deux personnes. Chaque personne a son timbre propre. Mais moi, quand je parle, on sait que c'est moi qui parle parce qu'on reconnaît ma voix. Donc ça, c'est mon timbre. Quelqu'un d'autre peut avoir un thème différent. Quand il parle, on va reconnaître la personne à partir du thème de sa voix. Pour la hauteur du son, c'est cette caractéristique qui permet de distinguer un son grave d'un son aigu. Quand on a un son grave et un son aigu, c'est la hauteur de ces deux sons qui vont permettre de les différencier. On va prendre un exemple. On fait de la musique. Il y a un Do qui est beaucoup plus grave qu'un autre Do. Par exemple, si on vous dit de faire un Do grave ou un Do aigu. Donc si vous connaissez bien la musique, vous allez pouvoir chercher le son grave pour pouvoir produire le Do grave. Et si vous connaissez la musique, de même, vous allez pouvoir chercher le Do aigu pour pouvoir produire le son aigu. Maintenant, pour l'intensité du son, c'est une caractéristique qui permet de distinguer deux sons de même hauteur. Donc quand quelqu'un tourne le bouton de son radio de façon à pouvoir augmenter de la radio, retournez-vous moi. Je suis en train de déconner maintenant. Et l'homme gangou. Ok. Maintenant pour l'intensité du son, c'est cette caractéristique qui permet de distinguer deux sons de même hauteur. Par exemple, vous avez là votre poste radio. Vous voulez augmenter le volume, vous n'avez qu'à tourner le bouton. Quand vous tournez le bouton, on dit qu'on augmente l'intensité du son. Maintenant, ça va jouer beaucoup plus fort. Et si vous voulez diminuer l'intensité, vous n'avez qu'à faire l'inverse. Vous tournez le bouton dans l'autre sens. Maintenant, vous baissez le volume de la radio. Maintenant, on dit que vous baissez l'intensité de la radio. Donc, c'est ça en gros en termes de caractéristiques qu'on a pour le son. C'est l'intensité du son, la hauteur du son et puis le timbre. Donc, ce sont celles-là, ces trois caractéristiques du son. Nous venons de voir le travail, la pression, les forces, les aimants, les électroaimants et en bout de ligne, les caractéristiques du son. J'espère que vous avez prêté attention, vous avez bien saisi et bien noté. Donc, je vous dis merci pour votre attention et on va se revoir à une prochaine séance. Merci.